La préoccupation très réaliste, c'est que beaucoup plus de personnes dans le comté de Monmouth ont jugé ce livre à sa couverture qu'ailleurs. Ce livre, c'est Paul Canaro, un homme du New Jersey, accusé d'avoir assassiné son frère Keith, ainsi que la femme et les enfants de Keith dans leur manoir. J'examine les détails et les preuves dans l'affaire des meurtres du manoir de Colts Neck alors que le procès de Paul Canaro s'apprête à commencer. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angeletta Levy. Keith Canaro était un homme d'affaires prospère, marié à sa femme Jennifer, et ils avaient 2 beaux enfants, Jesse et Sophia. Le 20 novembre 2018, la vie apparemment parfaite de cette famille a pris fin. Les pompiers ont tenté d'éteindre l'énorme incendie à la demeure des Canaro à Colts Neck dans le New Jersey. Les responsables des pompiers allaient plus tard déterminer que le feu avait couvé pendant des heures avant de se transformer en brasier. Keith Canaro a été retrouvé mort par balle près du générateur, à l'extérieur de la maison. Jennifer a été retrouvée morte à l'intérieur du manoir en flammes, tuée d'une balle dans la tête et poignardée à mort. Les enfants du couple, Jesse, 11 ans, et Sophia, 8 ans, ont aussi été poignardés à mort dans la maison. Qui voudrait tirer et poignarder une femme, puis poignarder ses enfants, mettre le feu à leur maison et ensuite tirer sur leur mari et père? Eh bien, les procureurs ont déclaré qu'il n'y avait qu'une seule personne ayant le mobile et l'opportunité de le faire. Et il était proche de la famille, le frère de Keith, Paul Canaro. Un incendie avait été signalé au domicile de Paul avant que l'incendie du manoir de Keith ne soit découvert. Des images de la caméra corporelle de la police lors de l'incendie chez Paul ont été diffusées au tribunal cette année. Regardez. Une enquêtrice sur les incendies a également rencontré Paul Canaro ce matin-là, en se rendant chez lui pour enquêter sur l'incendie de sa maison. Eh bien, j'ai parlé avec Paul. Ce n'était pas mon intention. Je ne voulais vraiment pas. Peu m'importe à qui j'ai parlé, sauf si c'était un mineur. Il était juste le premier venu. La maison était une structure en bois à 2 étages, individuelle. Je crois qu'elle était recouverte de bardage. Et le feu était descendu, puis il s'est propagé à l'extérieur jusqu'à la chambre principale à la fin. À un moment donné, avez-vous appris qui étaient les occupants de cette maison? À ce moment-là, je ne le savais pas. Oh, à un moment donné? Oui. D'accord. Et qui était-ce? Les Canaros ou Canaro, je ne suis pas sûr de la prononciation. Tu te souviens combien ils étaient? Il y avait maman et papa, et je crois 2 filles. Les procureurs ont déclaré que Canaro avait incendié sa maison avec sa famille à l'intérieur pour faire croire que la famille Canaro, y compris la famille de Keith, était visée. Avant de quitter le coin de la maison, un policier m'a interpellé pour me montrer un bidon d'essence près du garage. Je me suis dirigé vers le bidon d'essence au garage. Attendez, où se trouve la porte du garage par rapport à... En face, du côté opposé de la maison. Évidemment. Et c'était sur le mur nord. D'accord. Vous indiquez avoir vu un bidon d'essence. Pouvez-vous en dire plus? Pouvez-vous expliquer? Il était posé de son côté avec un embout fondu sur le bec verseur. Mais il y avait ce que je pensais être un début d'incendie, avec quelques dégâts sur la porte du garage au sol. Les procureurs affirment que Paul Canaro a tué Keith, Jennifer et leurs enfants car ils avaient découvert qu'ils détournaient de l'argent d'une fiducie. Keith et Paul possèdent 2 entreprises et les procureurs accusent Keith d'avoir utilisé l'argent de la fiducie pour mener une vie luxueuse, incluant une maîtresse. Paul Canaro a plaidé non coupable et ses avocats ont déclaré qu'il était innocent. L'affaire ayant suscité beaucoup d'attention médiatique dans le New Jersey, les avocats de Paul Canaro ont demandé un dépaysement. Je soutiens, sur la base de cet échantillon représentatif de commentaires, que c'est ce qu'ils vont penser en entrant dans cette salle d'audience. Ils penseront « Quel monstre! Ramener la piqûre mortelle, éliminer ces animaux, ils ne méritent pas de revivre. » Avec un peu de chance, il retiendra la leçon en prison. Je serrerai la main de cette personne. Ce type devrait être pendu. Ça, espèce de... Assume-le. Ça va arriver de toute façon. Tu vas passer le reste de tes jours enfermé. Là où tu vas, ça ne va pas être amusant. Crois-moi. Publiez votre enfant pour la peine de mort. Tas d'ordures.
Pur mal. Pourquoi respire-t-il encore? Ce type est une ordure. Il mérite la chaise électrique. Peine de mort automatique. Que ce soit consigné, affaire classée. J'espère qu'il souffrira d'une longue et horrible mort. Horrible. Pour lui, seule la mort est justice. Le juge Marc Lemieux a rejeté les affirmations de la défense selon lesquelles le jury aurait été influencé. Je comprends ce que vous essayez de défendre, mais faire cette énorme supposition que, parce qu'ils ont lu un article, ils ne pensent pas par eux-mêmes, je ne sais pas si ce tribunal peut aller aussi loin. Et je ne pense pas que la jurisprudence, qu'elle date de 1940 ou de 2025, dirait le contraire. Je comprends votre point de vue et je vous entends. Croyez-moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Mais en même temps, je veux juste m'assurer que je ne fais pas un saut spéculatif ici pour prendre une décision basée sur des informations provenant des réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réseaux sociaux. Le ministère public a refusé la demande de changement de lieu. Je soutiens, avec tout le respect que je vous dois, que le critère de présomption de préjudice n'a pas été démontré. Cette affaire a clairement reçu une large couverture médiatique. Je dirais que la couverture médiatique est conforme à ce à quoi on pourrait s'attendre dans une affaire d'homicide aussi médiatisée, surtout compte tenu du fait que cela fait environ 6 ans et demi que l'affaire est en attente. La juge Lemieux a rejeté la demande de changement de lieu. Les avocats de Canaro contestent dans les preuves et l'affaire depuis des années, remportant même quelques victoires. La juge Lemieux a écarté certaines preuves, y compris des éléments provenant de certains appareils électroniques de Paul, estimant que le mandat de perquisition était tout simplement trop large. Je voudrais faire intervenir Jared Farentino. C'est un ancien procureur. Il a traité des affaires passibles de la peine de mort, dont des homicides, pendant 20 ans. Il travaille désormais dans le civil au nord-est de la Pennsylvanie. Et vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube sous le nom de Jared Farentino et sur Instagram. Alors, Jared, cette affaire me paraît incroyable. Et je me demande un peu ce que tu en penses. Nous avons un frère accusé d'avoir tué son propre frère. Tu sais, Paul accusé d'avoir tué Keith, puis d'avoir assassiné la famille de Keith à cause d'un fonds en fiducie. Pour moi, ensuite, mettre le feu à la maison, au manoir, c'est incroyable. Vous savez, j'ai examiné cette affaire en profondeur et j'essaie de trouver un peu de moi-même dans chaque affaire. En tant que personne venant de cette région du pays, en tant qu'Italien, vos nièces et neveux, voici ce qui m'a sauté aux yeux. Dans une grande famille italienne comme ailleurs, les nièces et neveux sont comme vos propres enfants. Mes enfants ont grandi avec leurs nièces et mes nièces et neveux comme des frères et sœurs. Cet homme est accusé d'avoir poignardé à plusieurs reprises sa nièce de 11 ans et son neveu de 8 ans, qui étaient de magnifiques enfants. Il est entré dans la maison et aurait poignardé les enfants après avoir tué leurs parents. C'est l'accusation, cette affaire est incroyable. Que quelqu'un puisse faire ça à un autre être humain, sans parler d'enfants, et encore moins à sa propre famille, c'est choquant. Et c'est le cas ici. Et puis, vous avez un manoir englouti par les flammes et encore plus mystérieux quand on y entre. Paul Canaro affirme à ce stade « Je n'ai pas fait ça » ou dit à l'État « Vous ne pouvez pas prouver que je l'ai fait ». Et donc, c'est intéressant parce que la théorie de l'accusation est que Paul Canaro, vous savez, met ensuite tout cela en scène pour essayer de faire croire que toute sa famille est visée. Donc, il aurait aussi incendié sa propre maison selon l'accusation. Donc, à ce moment-là, s'ils peuvent prouver qu'il a incendié sa propre maison, c'est un fait très accablant. C'est énorme. Et si vous regardez, il y a une science derrière l'incendie criminel et ça va être un élément clé de cette affaire. En gros, ce qui se passe ou ce qui est supposé s'être passé, c'est que Paul, aux premières heures du matin, se rend chez Keith, tue Keith, Jennifer et les enfants, met le feu, puis retourne chez lui et met le feu à sa propre maison. L'incendie chez Paul est découvert en premier. L'incendie chez Keith est découvert vers midi, alors que la maison est complètement embrasée, afin de donner l'impression que les Canarios sont visés par une tierce personne. Mais c'est à ce moment-là que les enquêteurs ont dû reconstituer à rebours la vie des frères Canario. Que se passait-il avant les incendies? Et il n'y avait aucun ennemi à l'extérieur. L'ennemi semblait être à l'intérieur.
Et c'est là que toutes les preuves techniques, toutes les preuves financières, en plus de la science derrière les incendies, désignent Paul Canario. Décomposons cela un peu parce que vous savez, l'incendie de Paul est découvert en premier. Cependant, les enquêteurs en incendie criminel disent que l'incendie chez Keith a couvé pendant des heures avant de se transformer soudainement en un véritable brasier. Donc, ils disent que c'était un feu qui brûlait lentement et que, en fait, il a couvé, il s'est propagé petit à petit, puis il s'est transformé en un immense brasier. Et donc, c'est aussi un élément important dans cette affaire parce que ça va peut-être montrer qu'ils ont des preuves que l'incendie a été déclenché des heures et des heures avant. Ils ont des preuves de ça. Et ils en auront, c'est essentiel pour Anjanette. Tu sais, en prenant ces incendies et en créant, tu sais, ils pourront montrer à partir de quoi. D'abord, la maison de Keith était un manoir. Je veux dire, il n'y a pas de doute, Cold Snake est une belle communauté avec des ranchs de chevaux et des maisons très très grandes. L'incendie a commencé. Ils identifieront l'origine. Ils analyseront où ça a couvé, pourquoi ça a couvé, ce qui aurait pu faire couver le feu aussi longtemps. Et puis finalement, quand ils trouvent son accélérant, son retour de flamme, peu importe ce qui déclenche l'incendie, il aurait pu couver pendant des heures. Et c'est là que le témoignage de l'expert va intervenir. Mais en plus de cela, quand on regarde ce timing, il y a une vidéo de surveillance de Paul provenant des caméras de ses voisins où on le voit quitter son domicile tôt le matin puis revenir, ce qui coïncide avec la théorie de l'État dans cette affaire. Ces allées et venues coïncident avec la confrontation avec Keith, le meurtre de Jennifer et des enfants. Il y a un autre élément dans tout cela que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et c'est le fait qu'ils ont des enregistrements de Keith au téléphone avec Paul. Et on entend que ce que Keith dit. Mais Keith confronte Paul au sujet de l'argent manquant dans son fonds en fiducie. Et ça, c'est juste avant que ça n'arrive. Donc, il y avait des problèmes au paradis parce que Paul supervisait en quelque sorte le fonds en fiducie de Keith. Et la théorie de l'accusation, c'est que Paul utilisait cela pour financer son train de vie. Il avait une liaison, il avait une petite amie. Donc, on voit Keith, on n'entend qu'une partie de la conversation, mais on a Keith en vidéo en train de parler à Paul. Tout d'abord, les Canario, Keith Canario était un homme travailleur. Il a fondé EcoStar et Square One. EcoStar était spécialisé dans la lutte antiparasitaire, Square One était une entreprise tech. Il a amassé une fortune. Il a construit, il a créé ce qu'on appelle une fiducie irrévocable. Donc, il ne vivait pas d'une fiducie. Il en a créé une pour sa femme et ses enfants en cas de décès qui était financée par une police d'assurance vie. Une assurance vie nécessite le paiement de primes. Paul gérait cette fiducie. Et Paul était censé payer la police d'assurance vie à partir de cette fiducie. Keith a découvert que les primes de la police d'assurance vie n'étaient pas payées. En fait, ils ont appris que les documents PDF que Paul fournissait à Keith avaient été modifiés pour indiquer que la police était payée alors qu'en réalité, Paul prenait l'argent pour lui-même. Donc, ce fonds fiduciaire est énorme en ce qui concerne le mobile dans cette affaire. Et ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé. À l'intérieur de la maison de Keith, il avait un système de surveillance. Il existe un enregistrement audio de Keith et Jennifer en arrière-plan confrontant Paul peu de temps avant ce meurtre à propos de sa gestion de ce même fonds. On entend Jennifer dire en arrière-plan « Arrête de raconter des conneries », Paul, lui faisant comprendre que c'est fini. Keith est en colère. Il dit « Donne-moi les identifiants de connexion pour mes comptes ». La police d'assurance vie Canada indique que les primes n'ont pas été payées depuis des mois. Cela prépare le terrain pour le meurtre. Et l'État s'est battu pour faire entrer cette information. La défense a tenté de l'écarter, mais cela sera présenté. Mais l'État a perdu certaines batailles ici. Et certaines preuves ont été écartées, ce qui, j'en suis sûre, ne leur a pas plu. Et une partie concernait des preuves trouvées sur les appareils électroniques de Paul. Et le juge a dit que le mandat de perquisition pour cela, la demande, était trop large. Donc, il y a des informations provenant de la montre de Paul, son Apple Watch et d'autres choses.
beaucoup de choses ne sont pas transmises. Mais tu ne penses pas que cela va poser problème, n'est-ce pas? Tout d'abord, c'est regrettable que ces dispositifs aient été supprimés. Ce juge est sévère et il écrit bien. J'ai eu l'occasion de lire les avis du juge. Il a mis le parquet sous pression. Il dit, premièrement, qu'ils ont pris le système de surveillance de Keith ou le système de surveillance de Paul chez lui. La maison est en feu. S'il y a jamais eu une urgence pour saisir un système de surveillance, ils disent « la maison est en feu ». Nous n'avions pas le temps d'obtenir un mandat pour le faire sortir de chez Paul. C'est un système différent de celui évoqué chez Keith. Le juge a rejeté, affirmant que le feu était éloigné et qu'un mandat aurait pu être obtenu pour ces informations. Sur les appareils de Paul, il dit que vous ne l'avez pas fait. Vous avez demandé tous les appareils électroniques de la maison. Maintenant, n'importe quelle maison, si vous en êtes au même point dans la vie que moi, a beaucoup d'appareils électroniques. D'accord? Ce n'est pas suffisant de dire ça. Vous devez en gros établir ce lien, cette cause probable pour un conseil particulier. Le juge dit que l'iWatch et l'iPhone de Paul, vous l'avez fait. Vous n'avez pas pu établir le lien entre ces tablettes, ces objets trouvés dans la maison et dans son véhicule. L'espoir, c'est que ces appareils soient connectés. Les emails qui peuvent être extraits de son iPhone et de sa montre seront certainement présents et récupérés correctement grâce à ces appareils. Mais beaucoup des éléments pertinents ont été obtenus par d'autres moyens. La compagnie d'assurance Vie Canada, la documentation financière, les emails de Keith à Paul ont été récupérés à partir des informations de Keith. D'autres moyens permettent d'obtenir ces informations. Ce n'est pas fatal pour leur dossier, mais ce n'est jamais bon lorsqu'une preuve particulière est écartée, évidemment. Non, pas du tout. Mais je pense que ce qui va être essentiel ici, c'est de montrer qu'il y avait ce différend concernant cette politique et cet argent se font en fiducie. Et le fait que Paul quitte la maison à peu près au même moment où l'électricité est coupée dans la maison, Keith dit « Je sors vérifier le générateur » et il est retrouvé dehors, devant la maison, abattu. Je veux dire, c'est juste que si on parle d'une affaire basée sur des preuves circonstancielles et qu'on établit une chronologie, cela pourrait être très, très intéressant. Et je me demande aussi, surtout avec le téléphone, avec l'Apple Watch. Vous savez, Celebrate me vient à l'esprit et tout ce genre de choses. Une trace numérique. Est-ce qu'il a laissé le téléphone à la maison? Est-ce qu'on a des preuves montrant ses déplacements cette nuit-là aussi? Vous savez, je suis... Donc, à part les caméras et les téléphones, il semble qu'ils communiquaient toute la nuit. Il semble que Keith envoyait des messages à Paul comme il l'avait fait plus tôt dans la semaine. Ils parlèrent de l'anxiété que Keith avait à propos de l'entreprise. Nous en parlerons dans une minute, mais... Je crois qu'il y a eu des communications jusqu'au moment même de l'homicide, y compris à ce moment-là. Je ne sais pas, et ce n'est pas public. Une grande partie des informations ne concerne pas les données géospatiales ou géographiques qu'ils ont pu obtenir du téléphone portable de Paul. L'autre chose qu'il avait, c'est que l'attaque contre Keith a eu lieu en pleine nuit. Il avait un équipement d'imagerie thermique pour voir la nuit. Je veux dire, d'un point de vue circonstanciel, il y a aussi des preuves directes de l'acide désoxyribonucléique de Sophia, je crois, sur certains objets retrouvés dans la voiture, ce qui est assez convaincant. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été négligé, du moins dans les récits que j'ai vus jusqu'à présent, c'est le fait que Square One était en difficulté. L'entreprise qui avait été si bonne envers Paul et Keith était en train d'échouer. Il y avait une crainte qu'ils allaient perdre une fondation qui était un client clé, leur apportant 127 000 $ par mois, par exemple, et qui n'allait pas renouveler avec eux. Et si cela arrivait, le château de cartes, la sécurité financière qu'ils avaient, était en danger. Donc Paul savait ou aurait su que la partie était terminée. En fait, Keith exprimait à Paul cette semaine-là en disant « Je suis anxieux, je n'arrive pas à dormir ». Vendons la société de lutte antiparasitaire à bon prix pour générer des liquidités. Je m'inquiète que ce client en particulier ne renouvelle pas. Donc, ça, en arrière-plan, coïncide vraiment avec le moment de ces meurtres aussi. Oui, c'est vraiment horrible. Qu'attendez-vous de ce procès? Vous savez, la défense dit essentiellement que quelqu'un a tué ces personnes, mais que ce n'était pas Paul. Cela a pu se produire en arrière-plan, mais ce n'était pas notre gars.
Eh bien, la seule chose que je dirais, Angenette, c'est qu'ils font du bon travail. Ces avocats disent que quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade, n'est-ce pas? Ces avocats ont fait un très bon travail pour écarter certaines preuves. C'est pourtant une affaire très convaincante. Ils pourraient se taire, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Ils pourraient dire que c'était ce tiers, exactement l'impression que Paul voulait donner. Mais on finit toujours par revenir chez Paul. Ce qui se passait chez Paul est dans sa vie. Et si vous regardez ce qui, malgré ce qui a été supprimé, a été autorisé à ce stade, le juge a rédigé plutôt ce mois-ci une opinion détaillée. Il y a ce qu'on appelle la preuve 404B, en gros des preuves d'autres méfaits ou comportements de l'accusé, et l'État a envoyé une lettre à la défense disant « Au fait, nous avons l'intention d'admettre toutes ces informations concernant Paul ». Si vous voulez vous y opposer, vous devez déposer une requête pour en discuter avec le tribunal. C'est exactement ce qui s'est passé. Et que comprend cette preuve? Les données financières, la dissimulation des données financières, les fichiers PDF qui ont été modifiés. Cela montre que Paul avait une liaison extra-conjugale avec une femme dont il payait les factures, payait les frais de dossier et d'université de sa fille et espérait acheter une maison avec elle en Floride. Tout cela, ce n'est pas pour dire que Paul, s'il a une liaison, est capable de commettre un meurtre. C'est pour dire qu'il était dans une situation financière désespérée. Il menait ce train de vie extravagant et coûteux, et tout cela était en train de prendre fin. Et son frère a découvert qu'il menait ce train de vie en puisant dans la fiducie. Donc Paul avait toutes ses raisons. Il avait les délits financiers en cours. Il avait la dissimulation de ses délits financiers et les pressions financières. Tout cela, selon l'État, a mené au meurtre. Je ne sais pas comment on peut défendre cette affaire autrement qu'en essayant de discréditer ces éléments de preuve un par un. Il sera intéressant de voir comment cela se déroulera. C'est une affaire de quadruple meurtre. C'est horrible et des enfants ont été assassinés sans raison. Keith et Jennifer ont été tués sans raison. Si tu regardes les vraies femmes au foyer du New Jersey, tout le monde aime leur style de vie et leur maison. C'étaient de belles personnes menant une vie de haute société. Grande maison, voiture de luxe, grosses affaires. Et puis, quand on regarde dans ces vies, voici le résultat. Leurs beaux enfants sont morts. Un frère est mort, l'entreprise détruite, et un autre frère accusé de meurtre. Je veux dire, cette affaire a tout, et c'est une tragédie immense. Donc ça va être quelque chose de fou, et le procès approche. Oui, c'est vrai, c'est terrible. Jared Farentino, merci beaucoup de m'avoir rejointe. Merci, avec plaisir. Et la sélection du jury pour le procès de Paul Canero doit commencer le 8 septembre. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci et à la prochaine ici.